Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Priscilla Vilela. Je m'appelle Isadora Frade. Nous sommes étudiantes du cours de lettres à l'Université de São Paulo. Et dans ce podcast, nous parlerons de l'enseignement bilingue et interculturel de la langue poméranienne et la langue chavante, deux langues minoritaires au Brésil. La langue poméranienne est originaire de la Poméranie, une région située entre les territoires actuels de l'Allemagne et de la Pologne. Au XIXe siècle, les Poméraniens ont immigré vers le Brésil et d'autres pays. Actuellement, cette variété de la langue basse allemande est parlée par les Poméraniens et leurs descendants dans diverses régions du Brésil. Les Espírito Santo, dans le sud-est, notre sujet de podcast, et aussi dans le nord et le sud du pays. Les descendants des Poméraniens font un grand usage de leur langue maternelle dans les cadres familial, social et commercial. D'autre côté, les peuples chavantes, autoproclamés Arué, les gens, établis dans l'est de Mato Grosso, un état situé dans le centre-ouest du Brésil, est part d'un groupe ethnolinguistique appartenant à la famille linguistique G du tronc macro-G des langues autochtones. Parmi les chavantes, il y a encore plusieurs sous-groupes locaux qui composent cette société autochtone qui s'identifient comme Arué ou Arué Optabe, les vrais gens. Je vous présente maintenant un peu de la loi brésilienne qui soutient les droits à l'éducation et le respect de la diversité linguistique et culturelle. La Constitution fédérale brésilienne de 1988, qui régit le système juridique du pays encore aujourd'hui, établit seulement la langue portugaise comme langue officielle du pays. Malgré ça, la loi met en place des initiatives de préservation d'autres langues et cultures dites minoritaires au pays. Les peuples autochtones sont les plus protégés. La Constitution dispose que l'enseignement doit assurer l'utilisation de ces langues maternelles et des processus propres d'apprentissage et même reconnaître ces langues et cultures. Les autres langues et cultures minoritaires, dont la langue poméranienne, ont une protection plus simple d'origine qui était complémentée en 2005 avec l'établissement du plan national des cultures dont un des objectifs est la valorisation de la diversité ethnique et régionale du pays. Ces programmes de protection est diffusé à d'autres législations, dont la plus importante, c'est la loi des directrices et bases pour l'éducation nationale, l'LDB, loi numéro 9294 de 1996, qui régit le système d'éducation du pays. En ce qui concerne les peuples autochtones, la LDB déroule un programme d'enseignement bilingue et interculturel. Considérant la protection d'autres langues minoritaires, la loi institue l'importance d'apprentissage de l'histoire et de la contribution de différents peuples et cultures, ainsi que l'enseignement doit être complémenté par ses caractéristiques régionales et locales de la société et de la culture des élèves. En ce qui concerne l'enseignement interculturel et bilingue de la langue poméranienne, on pense que cette initiative est née de l'inquiétude des parents, des éducateurs et des chercheurs face à l'échec scolaire des enfants poméraniens, en particulier dans les premières années, du fait qu'ils maîtrisent cette langue comme maternelle et ne parlent pas la langue portugaise avant d'aller à l'école. Parmi les difficultés les plus préoccupantes par rapport à la scolarisation de ces enfants, on distingue encore les curriculums déconnectés du contexte social, l'embauche d'enseignants qui ne parlent pas les Poméranie et la sous-estimation de la capacité d'apprentissage des enfants de Poméranie. Basée sur l'identification de ces problèmes, est venue l'idée de promouvoir l'enseignement bilingue interculturel. Avec ProEpo, le programme d'éducation scolaire des Poméranie, cela est devenu possible. Avec elle, l'enseignement scolaire rend service aux droits linguistiques par la voie publique dans des contextes sociaux de diversité culturelle et linguistique. Son objectif est de réaliser un projet éducatif dans les écoles qui favorisent principalement dans la pratique de l'enseignant, l'appréciation et le renforcement de la culture et de la langue poméranienne. Actuellement, à Santa Maria de Jetibá, dans l'État du Espírito Santo, toutes les écoles du réseau municipal sont desservies par ProEpo, de l'éducation de la petite enfance aux dernières années de l'école primaire. Ainsi, une quinzaine d'enseignants itinérants dispensent un cours de pomérarien une fois par semaine dans différentes écoles et 6 autres enseignants les font dans la classe ordinaire dans laquelle ils travaillent. Tous étaient déjà professeurs lorsqu'ils ont participé à la formation donnée par le professeur et docteur en ethnolinguistique Ismaël Tresma.
Au cours de la formation, les aspects historiques, culturels et linguistiques du peuple pomérien ont été abordés, en plus des règles grammaticales. Un dictionnaire a été créé par Treisman aussi, contenant des entrées et reliefs et systématiques à partir de recherches ethnolinguistiques menées dans différentes communautés de la Poméranie. Ces recherches ont simultanément contribué à l'organisation de volumes de textes en poméranien avec des récits populaires racontés de génération en génération, en plus de recettes culinaires, des traditions de mariage, de l'architecture, des vêtements, des festivals, etc. Il est également intéressant de dire qu'il y a eu une amélioration significative des performances des élèves de ces écoles qui ont adopté l'éducation interculturelle bilingue. En 2008, par exemple, le taux de réussite en deuxième année des écoles ayant adopté le poméranien était supérieur à 80%, alors que dans d'autres unités d'enseignement, des taux égaux ou inférieurs à 50% étaient enregistrés, d'après les recherches de Irineu Foeste. Ensuite, pour les Chavantes, on cite le professeur Paulo Roberto Tsere Omarate Sareyo dans son travail final sur les cours de pédagogie interculturelle à l'Université de l'État de Mato Grosso. L'apprentissage traditionnel chez les Chavantes, c'est un processus qui se déroule tout au long de la vie, à partir de la naissance, de l'enfance, de l'âge adulte et même de la vieillesse. Fin de citation. En fait, l'enseignement avant les années 80 était oral, l'écriture émergeant du fait de la nécessité d'interagir avec les non-autochtones. Cette systématisation de l'écriture était réalisée par des religieux missionnaires, sans consulter les peuples. Les premières réalisations pour l'éducation interculturelle chavante ont commencé après la promulgation de la LDB en 1996, et ces mouvements ont abouti au RCNA, référence curriculaire nationale pour les écoles indigènes, de 98. Selon le RSNI, l'éducation scolaire autochtone a 4 caractéristiques spécifiques. Elle est communautaire, assumée par chaque communauté dans ses particularités, interculturelle, visant à maintenir ses singularités sans laisser une culture se démarquer de l'autre, bilingue, multilingue, plusieurs peuples utilisent plus de 2 langues et sont libres de les utiliser à l'école, et finalement spécifique et différenciée puisqu'ils peuvent planifier l'enseignement scolaire en fonction de leurs besoins et ont l'autonomie d'apporter des changements par ces projets sociaux, culturels et politiques de chaque communauté. On parle maintenant de 2 expériences d'écoles interculturelles dans différentes TA, territoires autochtones chavantes, à l'État de Mato Grosso. Dans le TA Parabobori, les difficultés concernent la formation des enseignants et la réalisation d'un nouveau matériel pédagogique dans la langue chavante. Selon les données de 2012, 69,1% des professionnels n'ont pas de formation initiale, 39,4% ont commencé à étudier les magistères et 25,3% sont formés à l'enseignement secondaire propédeutique. De plus, ont été encore utilisés des livrets produits il y a environ 10 ans. Ce matériel a été réalisé par la mission salasienne de Mato Grosso, Université catholique Dom Bosco, à une petite collaboration d'enseignants autochtones qui à l'époque étaient étudiants des cours de magistère. Par conséquent, ils ne reflètent plus la réalité socioculturelle et linguistique des communautés. Alors, dans les villages Chavante et Zoruru, est intéressant le rapport fait dans une recherche ethnographique réalisée en 2003 sur la construction d'une nouvelle école. La communauté avait une école ronde, avec les mêmes caractéristiques des maisons traditionnelles du village, et la mairie, à condition de leur libérer en financement, a imposé la construction d'une nouvelle école carrée en maçonnerie et tuiles, identique aux écoles publiques du pays. Quel a été le résultat? Enseignants et élèves ne se sentaient pas à l'aise. L'ancienne école était plus chaleureuse. Il y avait une meilleure acoustique, tandis que la nouvelle école produisait des échos qui gênent la concentration. De plus, cette école est très chaude, tout au contraire de l'ancienne qui, à cause du type de construction avec pelle de Buriti, était mieux adaptée au climat de la région. Pour conclure, il est vrai que les langues des peuples autochtones du Brésil bénéficient d'une protection juridique plus importante que celle attribuée à la langue poméranienne. Mais cette protection est d'autant plus nécessaire
puisqu'elle concerne une grande partie de la population brésilienne qui est en fait originaire du pays et a été et est encore brutalement décimée ou assimilée au fil du temps. Il y a aujourd'hui, par exemple, un projet de loi en cours, le PL 490 de 2007, qui menace directement les territoires autochtones. À la différence des migrants ou descendants des Poméranie qui ont souffert une répression contre leur langue seulement dans les années 1980 et 50. De plus, on constate qu'il y a plus de professeurs formés en licence dans les communautés poméraniennes que de Chavantes. En pensant ainsi, il nous semble que l'enseignement bilingue interculturel de la langue poméranienne est plus avancé. Quoi en commun ces peuples? La persistance dans la lutte pour préserver leur langue et leur culture et de maintenir leurs connaissances, leurs traditions et leur identité ethnique et sociale. Le podcast finit ici, mais on espère que vous, nos chers auditeurs, pourrez réfléchir sur l'importance de l'éducation interculturelle. On laisse quelques liens à votre recherche. Merci et au revoir.